l'actualité de ce jeudi 7 mars, la visite du vice-ministre du département international du Parti communiste chinois au Burkina Faso. Arrivé depuis hier à Ouagadougou, il a été reçu en audience par Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui. Les détails de leur entretien dans ce journal. Et puis, ouverture hier de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale en présence de parlementaires venus du Niger et du Sénégal, mais aussi du Premier ministre et de membres du gouvernement. C'est devant cet auditoire que Alassane Bala Sakandé s'est voulu très déterminé dans son discours. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, nous ouvrons ce journal avec une page diplomatie. Depuis la reprise des relations entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, il faut dire que les gestes d'amitié, de coopération et de collaboration se sont multipliés entre les deux pays. C'est dans cette dynamique que le vice-ministre du département international du Parti communiste chinois est arrivé à Ouagadougou hier. Aujourd'hui, il a été reçu au palais de Kossiam par Roch-Marc Christian Kaboré. De quoi les deux hommes ont-ils exactement parlé? On écoute le vice-ministre chinois. Le président a évoqué sur deux concepts très importants et je voudrais partager avec vous. Premier concept, c'est que depuis la reprise des relations diplomatiques entre nos deux pays, en moins d'un an, nous avons eu déjà des résultats fructueux de la coopération entre nos deux pays. Mais pour attendre plus de résultats, il faut toujours attendre les moyens progressifs. Le deuxième concept que le président a évoqué, c'est qu'il faut développer basé sur sa propre force. Nous devons maîtriser notre destin dans nos propres mains. Peut-être souterrain, on n'a pas suffisamment de pétrole, peut-être sur terrain, on n'a pas suffisamment de forêt, mais basé sur notre propre main et notre propre tête, nous pourrons avoir un meilleur avenir. Parce que nos deux peuples sont tous les deux diligents et intelligents. Et j'espère que tous les amis de la presse, vous pourrez faire plus de reportages sur les échanges d'amitié entre nos deux peuples et sur la coopération pragmatique entre nos deux pays. Je vous remercie. Hier s'est ouverte la première session de l'année de l'Assemblée nationale, une session marquée par les questions sécuritaires avec un discours plutôt très offensif de Alassane Bala Sakandé, que chacun choisisse son camp, ceux qui entretiennent la confusion et le flou sont d'emblée dans le camp de l'ennemi, a-t-il dit en filigrane. On regarde le compte rendu d'Abdourazak Traoré. À l'unisson, les députés de tous bords confondus entonnent le titanien à l'occasion de la première session parlementaire de l'année 2019. Une image que le président de l'Assemblée nationale, depuis son perchoir, aurait voulu voir implémentée au sein de la population dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Mais hélas, à se désole-t-il, Alassane Bala Sakandé fait plutôt un constat contraire. Aujourd'hui, la terreur a changé de camp et il n'en sera plus autrement. Face à cette situation, des Burkinabés ont opté de ne pas joindre leur voix au concert de félicitations qui pleuvent sur nos forces de défense et de sécurité. Cette posture a un nom, c'est de l'apathie. Face à cette situation, toujours, des Burkinabés ont choisi en connaissance de cause de susciter et d'entretenir la confusion. Cette attitude aussi a un nom, c'est de la complicité. La montée en puissance des forces de défense et de sécurité tire son origine de la conjugaison des efforts communs déployés depuis l'adoption et la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, foi de la deuxième personnalité de l'État burkinabé. Il saisit l'occasion pour une mise en garde face à des attitudes d'indolence. Dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a que deux camps possibles. Celui des femmes et des hommes qui ont fait le choix de la liberté et de la sécurité des Burkinabés, et celui des femmes et des hommes qui sèment la confusion et servent la cause des ennemis de notre peuple. Il faut choisir son camp, car quand c'est ambigu, c'est que c'est louche. Et quand c'est louche,
c'est que c'est lâche. Comme pour paraphraser l'autre, ceux qui ne sont pas avec la République sont forcément contre la République. Aux côtés de la République, dans ces moments difficiles, le Parlement nigérien représenté par sa 5e vice-présidente. Le Sénégal aussi est là, avec la présence de l'intrépide président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niassa, celui-là même qui totalise une 50aine de vies politiques dans le pays de la Teranga. L'Assemblée a également appris que l'ancien premier ministre sénégalais a des origines burkinabées. Son arrière-grand-mère vient de Oula dans le Yatenga. C'est donc un véritable burkinabé que le septuagénaire a appelé ses compatriotes à se concerter, s'organiser et agir afin d'endiguer le spectre du terrorisme. Au menu de la première session parlementaire de l'année, une vingtaine de lois à voter. Des votes qui se feront désormais par un système électronique sous les yeux des 100 volontaires de l'Assemblée nationale recrutés pour contribuer au rayonnement de l'hémicycle burkinabé. Au moment où le ministère de la Justice fait le bilan de son cadre sectoriel de dialogue, la question des suites judiciaires à donner aux affrontements intercommunautaires de Yirgou se fait de plus en plus pressante. C'est dire à quel point le sujet ne pouvait pas être évité. C'est donc tout le jugement qu'il a été évoqué par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sandrine Zougouri. L'affaire de Yirgou connaîtra une suite judiciaire, assure le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Selon René Bagoro, les responsabilités seront situées. Les auteurs vont subir la rigueur de la loi. Au niveau judiciaire, le procureur l'a déjà dit, l'enquête a été ouverte dès le lendemain. Et au jour d'aujourd'hui, il a auditionné beaucoup de témoins et de victimes, ce qui va lui permettre d'avoir les éléments pour aller vers probablement des personnes à inculper et à interpeller. Et le ministère, bien évidemment, en charge de la justice et le gouvernement tout entier verra mettre les moyens à la disposition du parquet et du cabinet d'instruction ainsi que des OPJ de Kaya parce que ça nécessite beaucoup de moyens et nous avons déjà demandé aux structures concernées qui nous ont fait le point des besoins et nous allons travailler à leur donner ces moyens. René Bagoro s'exprimait ainsi dans le cadre de la présentation du bilan annuel du cadre sectoriel de dialogue justice et droits humains. Il faut retenir que pour le compte de l'année 2018, le taux d'exécution physique des activités menées par le cadre sectoriel de dialogue est estimé à 82% et 80% pour le taux d'exécution financier, un bilan provisoire jugé satisfaisant. Le fonds d'assistance judiciaire a permis à plus de 200 personnes assistées d'avoir accès à la justice. Vous savez que ce fonds permet à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir droit à un avocat. Nous avons également, en termes de droits humains, pour citer, vous avez vu notre passage au 3e cycle de l'examen périodique universel, où non seulement nous avons exposé les actions que nous avons faites, mais également que nous avons pris de nouveaux engagements. Bien évidemment, l'Observatoire, par exemple, national de prévention et de gestion des conflits, qui vise à prévenir les conflits ou à les gérer, parce que ce sont des situations d'atteinte aux droits humains. Nous avons poursuivi l'opérationnalisation de cet outil et également en matière de lutte contre le terrorisme, par exemple, nous avons renforcé l'opérationnalisation du pôle économique et financier et du pôle antiterroriste. À cette rencontre statutaire, les acteurs des 2 ministères concernés doivent examiner et valider les actions et mesures du Conseil sectoriel de dialogue programmé pour la période 2019-2020. Au-delà de cette performance annuelle, quelques insuffisances ont été relevées par les PTF, les partenaires techniques et financiers. Sur le plan des réformes législatives, les PTF sont préoccupés par la lenteur du processus d'adoption du nouveau code des personnes et des familles. Les PTF déplorent également le non-fonctionnement des bureaux d'accueil implantés dans les tribunaux de grandes instances pour faute de ressources humaines. Au ministère de l'économie et des finances, on est également à l'heure des bilans des projets exécutés en 2018. 18 projets étaient concernés avec un taux d'exécution physique et financière respectivement de 76% et de 20%. Eh bien, pour améliorer ces performances en 2019, les agents de ce département ministériel ont entamé le passage en revue de tout ce qui a été fait. Rémi Lambert-Nébier. En 2018, le ministère de l'économie, des finances et du développement a piloté la mise en œuvre de 18 projets et programmes pour un budget global de plus de 130 milliards de francs CFA.
Il ressort du bilan de pilotage de ces projets et programmes un taux d'exécution physique de 76,11% et un taux financier de 20,26%. Sur le terrain, cette mise en œuvre s'est traduite par la réalisation d'infrastructures structurantes. Beaucoup de résultats ont été obtenus en 2018, notamment la construction d'infrastructures socio-économiques, donc des infrastructures sanitaires et éducatives. Je voudrais vraiment insister sur la réalisation de forages avec des systèmes de pompage solaire qui va soulager nos populations. Également des activités de renforcement des capacités techniques de l'administration. Il reste à poursuivre les efforts pour soulager davantage les populations avec d'autres réalisations d'infrastructures, d'autres accompagnements de l'administration pour une meilleure efficacité de la mobilisation des ressources et du pilotage et la gestion de l'économie. Cette revue 2018 fait ressortir une régression du niveau d'exécution observé depuis 2016. Si le contexte sécuritaire et la grogne sociale tendent à justifier cette perte de performance, le secrétaire général du MINIFID a tout de même invité les acteurs à faire preuve de plus de réalisme dans la programmation des activités. C'est d'ailleurs dans l'optique d'être plus efficient dans le pilotage des projets et programmes sous sa tutelle que le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement a placé cette première revue de l'année sous le thème « Rôle et efficacité des appuis projets dans la mise en œuvre des politiques de développement au Burkina Faso ». Et dans ce journal, on marque un arrêt sur cette rencontre entre l'Association des régions du Burkina et le FPDCT. Toujours au centre des discussions, la problématique du financement des collectivités territoriales. Compte rendu John William Somda. Le directeur général du Fonds permanent de développement des collectivités territoriales, le FPDCT, à la rencontre de l'Association des régions du Burkina Faso, l'ARBF. Ce 6 mars, Bruno Dipama était dans les locaux de la structure dirigée par Éric Thiem Touré. Un peu plus de 2 mois après son installation, Bruno Dipama est déjà à pied d'œuvre et cela en allant à la rencontre de ses plus proches partenaires. J'ai été installé le 28 décembre 2018, donc je pensais que c'était de mon devoir de me rapprocher de la fêtière des régions pour que nous puissions échanger, avoir des échanges francs, pour que nous puissions cerner leurs besoins réels pour mieux les accompagner. Fêtière des collectivités territoriales, l'ARBF se réjouit déjà de la collaboration avec le nouveau directeur général du FPDCT. En très peu de temps, Bruno Dipama, dont les faits et gestes étaient scrutés par les membres de l'ARBF, est visiblement parvenu à convaincre l'Association des régions du Burkina et son président. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, il nous conviait à une conférence de presse, conférence pendant laquelle il a décliné sa vision et qui a dénoté un dynamisme, mais théorique, puisque ce n'était qu'un discours. Mais je crois qu'il est en train de nous convaincre, parce que quelques temps plus tard, il a rendu visite à la région de la Boucle du Moun et à la région des Hauts-Bassins pour s'imprégner des réalisations du Fonds permanent et surtout des difficultés que rencontrent les régions. Aujourd'hui, il est au niveau du siège de l'ARBF. Je crois que c'est vraiment une des premières. Nous profitons de cela pour le remercier. Créé pour mobiliser des ressources au profit des collectivités territoriales, le FPDCT ne fonctionne actuellement qu'à travers 2 guichets, celui du fonds fongible qui provient de l'État et le guichet spécifique qui provient des partenaires étrangers. En dépit de ce handicap, le fonds ne désespère point. Du reste, son directeur général a mis à profit la rencontre avec l'ARBF pour signer une convention de partenariat d'une valeur de 615 millions de nos francs pour le financement des activités des régions. Une convention qui devrait permettre aux collectivités territoriales de mieux se porter à l'horizon 2040. Alors, vous savez que notre pays a amorcé un nouveau cycle en ce qui concerne la décentralisation, qui est le 3e cycle. Et la vision prospective à l'horizon 2040, c'est que les collectivités territoriales puissent délivrer des services sociaux de qualité aux populations à la base. Et comme c'est un processus, nous devons, à partir de maintenant, de travailler main dans la main pour pouvoir matérialiser cette vision prospective. Au-delà des activités de renforcement des capacités des régions qui mènent déjà le fonds, l'Association des régions du Burkina Faso espère rapidement l'ouverture d'un 3e guichet, lequel devrait lui permettre de solliciter des prêts au niveau des institutions financières. Direction maintenant la région des Hauts-Bassins
pour parler de la pérennité du barrage de Samandeni. Elle passe par la protection de sa bande de servitude, notamment une portion souvent menacée par les populations qui l'occupent pour des activités agricoles. La police de l'eau de la région s'est rendue sur place pour un contrôle. Reportage Sotouo, Justin Dabiré. Avec une capacité de 1,50 milliard de mètres cubes, le barrage de Samandeni constitue un espoir pour les populations du Burkina Faso en termes de sécurité alimentaire et de développement. Quelques mois seulement après le déversement du barrage, le périmètre du plan d'eau est pris d'assaut par les populations riveraines qui y pratiquent des cultures maraîchères et fruitières sur plusieurs centaines d'hectares. Un peu partout sur les berges du barrage de Samandeni, le constat est ahurissant. Sur le terrain, nous avons fait déjà les 5 communes qui sont concernées en fait par cette bande de servitude. Et partout, nous avons constaté que les gens sont installés même pas après les digues délimitant les hautes eaux, sont installés carrément à l'intérieur de la cuvette. Donc cette bande de servitude est en train d'être exploitée de partout, sur les 145 km. Ces exploitations agricoles sont menées à l'intérieur même de la cuvette du barrage, alors que les bornes des plus hautes la matérialisent clairement. Cette pratique fait peser de graves conséquences sur la pérennité du barrage, dont l'objectif premier est d'alimenter les 21 000 hectares d'aménagement hydro-agricole prévus à l'aval. Le fait de diminuer la terre va d'ici là envahir cette retenue, et aussi sur le plan qualitatif, les pesticides, les engrais qui sont utilisés vont enrichir la retenue, les ressources en eau, en PNK, voilà, puisque c'est tout ça qui est utilisé. Et ça va amener le phénomène d'eutrophisation. Ça veut dire que l'eau étant enrichie, ça va favoriser le développement des plantes aquatiques. Et d'ici là, on aura ces plantes partout sur la retenue, notamment la jacinthe d'eau. Et quand ça va se développer, ça va puiser tout l'oxygène et tout ce qui est vivant dans l'eau va disparaître. Face à ce constat et à l'ampleur des conséquences sur le barrage de Samandeni, il urge d'engager des actions fortes en vue de juguler le phénomène. Le PDIS nous a rassuré que toute cette bande-là, la limite des hautes eaux, en repartant dans les cuvettes, tout le monde a été indemnisé. Donc il n'y a pas de raison que les gens viennent encore s'installer pour exploiter et puis détruire, parce que tout le programme repose sur le barrage. Voilà. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir programmer pour venir détruire tout ce qui est exploitation à l'intérieur de cette bande de servitude. Le respect de la bande de servitude du barrage de Samandeni va permettre d'éviter l'avasement de l'ouvrage et la pollution de l'eau. La sortie de la police de l'eau dans la région des Hauts-Bassins, dans les villages des 5 communes concernées, que sont Bama, Karangasso, Sambla, Banzon, Samorogouan et Kourouma, a permis d'informer, de sensibiliser et d'inviter les producteurs à arrêter les exploitations situées à l'intérieur de la bande de servitude du barrage. Des producteurs apprécient positivement l'initiative et s'engagent à suivre les recommandations de la police de l'eau. Nous allons respecter les consignes du barrage. Afin que vous ne veniez pour le prochain contrôle, nous allons nous concerter afin de respecter les consignes données. Le barrage est là dans l'intérêt de tous. Nous qui sommes au bord du barrage, nous profitons des avantages plus que vous qui êtes en ville. Cette action de la police de l'eau entre dans le cadre de sa mission qui est, entre autres, d'assurer la protection des ressources en eau à travers des actions de prévention et de répression. Un plan d'action sera élaboré par la police de l'eau dans les prochains jours pour faire respecter la bande de servitude du barrage de Samandeni. Elle s'appelle Kadiatou Komboigo. En 2005, cette ancienne fonctionnaire quitte son travail de fiscaliste et s'engage dans l'entrepreneuriat. 14 ans plus tard, sa société de nettoyage CGPS emploie plus de 400 femmes. Une réussite que la patronne et ses collaborateurs ont célébrée à l'occasion de la nouvelle année. Et pourtant, les débuts n'ont pas du tout été faciles. Le récit de Walia Caroline Yoda. Le début, c'est chaque fois le début de quelque chose est très difficile. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, petit à petit, on était d'abord à quelques, je sais pas, on valait, les nettoyeuses ne valaient même pas 10 en son temps, en 2005. Mais maintenant,
on a plus de 300, 400. Et cette grâce mérite que Kadiatou Komboigo et ses collaborateurs marquent une pause pour remercier la Providence. Samedi 23 février 2019, tous les travailleurs, pour ne pas dire toutes les travailleuses de CGPS Oka, entendez commerce général, prestations de services, sont là à la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An, à la directrice générale de la société spécialisée dans le nettoyage et l'entretien des locaux. Occasion pour faire une brève présentation de ce qui est fait à CGPS Oka. Nous travaillons selon les normes européennes. Même les produits, c'est selon les normes européennes. Ce ne sont pas des produits fabriqués ici, par-ci, par-là, non. Oui. Nous travaillons avec des sociétés de nettoyage sur place là-bas qui viennent de temps en temps former nos éléments. Nous former, moi aussi je pars très souvent pour me recycler. S'il y a des nouveaux produits, ils me font appel et je pars pour me recycler. C'est ça. Et nous vivons en harmonie. Je vis en harmonie avec tous les employés. C'est une famille, ce n'est pas une société en quelque sorte. Et la famille CGPS ne fait que s'agrandir depuis 2005. D'une dizaine de personnes au départ, la société compte aujourd'hui plus de 400 employés. Et les demandes pour intégrer le groupe affluent sans cesse, près de 600 par an. Il faut dire que CGPS Oka offre de nombreux avantages. Selon la convention collective des non-régis, le SMIC, c'est de 186 francs l'heure. Mais nous les payons à 260 francs l'heure. Voilà. Et puis tous nos travailleurs sont déclarés et ils ne sont pas obligés de venir au bureau pour prendre leur salaire. Ils passent directement à la banque et récupèrent leur salaire à partir du 29 du mois. Et deux fois même le 27, le salaire est déjà traité. Voilà, depuis que la société existe, bon, la directrice en tout cas, elle fournit beaucoup d'efforts. Et les salaires sont corrects. Bon, tout le monde est satisfait. CGPS Oka, c'est aussi l'entretien et le traitement des jardins et des espaces verts, le nettoyage et l'entretien des rideaux et des moquettes, la vente et la livraison des fournitures et matériels de bureau. Voilà, c'est sur cette note de femmes battantes et courageuses que prend fin ce journal. Une manière à la veille du 8 mars de vous souhaiter bonne fête des femmes à vous, les mamans, les épouses, les petites sœurs. Bonne fête. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à la même heure à 19h30. Merci de votre fidélité.